Didier Raoult fait encore parler de lui, et cette fois-ci ce n'est pas pour le Covid. C'est une accusation très grave qui vise l'équipe du professeur Didier Raoult et l'IHU de Marseille. Le professeur est directeur à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille depuis 2011. Une enquête interne est sortie récemment et l'accuserait d'avoir mené des essais cliniques irréguliers au sein de son IHU. Un traitement contre la tuberculose a été prescrit de façon illégale, en tout cas non autorisée par l'Agence de sécurité du médicament. Des expérimentations sauvages et illégales destinées à soigner des patients atteints de tuberculose. Quand on utilise des médicaments qui ne sont pas efficaces, non seulement on prend le risque de créer des résistances aux médicaments déjà existants, mais en plus on prend le risque de transmettre la maladie. Sauf que voilà, certains malades se seraient plaints de graves complications après la prise de certains médicaments. Il va falloir bien réfléchir sur aujourd'hui la présence à la tête de l'IHU de professeur Raoult. L'Agence nationale de sécurité du médicament a révélé que le parquet de Marseille avait été saisi du dossier. Alors, enquête compromettante lancée contre Didier Raoult. Risque-t-il gros ? Et surtout, on veut savoir ce qui s'est réellement passé. Et on a la chance d'avoir le professeur Raoult avec nous en FaceTime. Merci, professeur Raoult, d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir, merci d'être là, en tout cas, professeur Raoult. C'est vrai qu'on a entendu plein de choses. On voudrait avoir votre avis sur tout ce qui se dit et votre vérité. Parce que c'est vrai qu'on a entendu plein de choses là ces derniers jours. Fabrice Diviso est avec nous, Thomas Blachier également. Est-ce que vous... Alors, on vous accuse d'avoir fait des essais contre la tuberculose à l'IHU. C'est inexact. C'est inexact ? C'est inexact, c'est pas vrai. Alors, premièrement, d'abord, il faut remettre les choses en place. L'IHU est une fondation qui abrite des services de l'assistance publique. Dans ces services de l'assistance publique, il y a des médecins, et ces médecins prescrivent des médicaments. Donc, à chaque fois qu'il se prescrit un médicament, ou à chaque fois quelque chose qui se passe dans des services de l'assistance publique, c'est pas moi qui le fais, parce que je fais beaucoup de choses, mais je m'occupe pas de l'ensemble des malades qui sont traités là-dedans, et en particulier, je m'occupe pas de tuberculose. Mais je vais vous donner les données que j'ai récoltées après cette histoire qui me rappelle beaucoup un livre de John Kennedy Toole. Peut-être que vous trouverez ce que c'est si vous regardez la littérature. Un petit peu. Donc, la tuberculose... Donc, vous voyez de quoi je parle. Oui. Je n'ai pas envie d'en parler ce soir. Alors. La tuberculose, pour expliquer un peu ce que c'est, parce que ce qu'on entend est tellement cocasse que ça vaut le coup de remettre un peu les choses en place. Bien sûr. La tuberculose est une maladie bactérienne. Le premier médicament qui a été trouvé pour la tuberculose, c'est un sulfamide, qui est la diazine, là, qui est en cause, qui a valu à son inventeur avant-guerre, qui s'appelait Domac, le prix Nobel pour cette découverte. D'accord ? Donc, il est toujours efficace. Ce médicament a une AMM pour le traitement des infections bactériennes sensibles à cet antibiotique. Donc, bien entendu, nous, à chaque fois qu'on a une tuberculose, on teste tous les antibiotiques et bien sûr, ça ne nous viendrait pas à l'idée de donner ce médicament chez des gens chez qui on a une bactérie qui est résistante à ça, bien sûr. C'est un médicament qui est très connu, qui a un certain nombre d'effets indésirables, dans, je sais pas, à peu près 3% des cas. Et en particulier, les effets indésirables qu'il a sont des lithiases urinaires. C'est des choses qui arrivent quand on utilise ce médicament. Deuxièmement, après-guerre, un certain nombre de médicaments antituberculeux ont été découverts, parmi lesquels la clofazimide et la pyridoxine, qui est toujours traité, qui est un médicament tuberculeux ordinaire. La clofazimide, pendant un certain temps, n'a plus été utilisée. Elle a été utilisée massivement comme antilépreux. C'est un médicament qui est très efficace aussi, bien entendu. Quand on prescrit ces médicaments, ils sont testés. Et qui est utilisé en particulier, qui a été utilisé chez centaines de millions de personnes dans le traitement d'alerte. Et c'est un des médicaments, peut-être l'antituberculeux, qui a le moins d'effets secondaires, 0,5% à peu près d'effets secondaires, et qui là, n'ont jamais été constatés. En revanche, il y a des médicaments utilisés dans la tuberculose qui ont des effets secondaires, bien qu'ils aient pu être recommandés et approuvés par l'ANSM, dont l'inésolide, dont l'équipe qui l'utilisait dans un été français a rapporté qu'il y avait 50% d'effets secondaires, dont des névropathies, qui sont des atteintes nerveuses irréversibles, et des atteintes oculaires irréversibles. C'est un produit très dangereux. Nous, on avait utilisé il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, en se rendant compte que c'est un médicament extrêmement dangereux qu'il ne faut pas utiliser. Et même le traitement de base de la tuberculose, qui est la rifampicine, dans 5%, crée des effets secondaires graves. Donc, voilà globalement le tableau des antituberculeux.
qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a deux phénomènes qui se passent dans la tuberculose. La tuberculose, ça tue encore 1,2 million ou 1,6 million de personnes dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans la tuberculose? Il y a deux problèmes. Premièrement, il y a des tuberculoses résistantes, en particulier à la rifampicine. Et pour ces tuberculoses résistantes, l'OMS a fait un certain nombre de propositions. Parmi ces propositions, il y a celle d'utiliser les médicaments qu'on utilise, c'est-à-dire la clofazimine. C'est sur le site de l'OMS, c'est pas très compliqué à regarder, donc c'est un médicament banal dans les tuberculoses résistantes. Pour les tuberculoses qui sont sensibles à la rifampicine, il y a des questions qui sont posées très récemment, qui ont été posées par notre maître à tous pour la tuberculose, qui s'appelle Grosset, qui était un Parisien, qu'on a foutu dehors à 65 ans, qui est allé aux États-Unis travailler pendant encore 25 ans, et qui a montré que c'était le médicament qui était le plus efficace de tous sur la tuberculose et qui permettait de résoudre un problème très important de la tuberculose, qui est la durée du traitement. La durée du traitement de la tuberculose, c'est 6 mois. Et avec la clofazimine, il a reçu un financement spécifique du NIH, l'Institut de recherche qu'il a publié dans un des meilleurs journaux du monde, qui montre que la clofazimine est le seul à stériliser rapidement les animaux infectés, je m'excuse, c'est les modèles animaux, des animaux infectés par la tuberculose. Donc, on s'est posé la question, nous, de savoir, écoutez, puisque c'est le... Alors, pour la clofazimine dans la tuberculose résistante, il y a eu plus de 6 000 personnes qui ont eu des cas qui sont publiés dans la littérature, venant de 13 ou 14 pays différents. Et donc, c'est le traitement qui marche le mieux dans la tuberculose résistante. Pour les tuberculoses sensibles, on a posé un projet de recherche. Ce projet de recherche a été d'abord accepté une première fois par un CPP, c'est-à-dire le Comité de protection de personnes. Vous savez, c'est le groupe des gens qui regardent si on peut ou ne peut pas utiliser un produit, qui a donné un avis favorable. La NSM a donné ensuite un avis défavorable, ce qui nous a surpris parce que normalement, la NSM n'a pas donné son avis sur l'utilisation de médicaments qui sont dans le Vidal, qui sont des médicaments utilisables dans un repositionnement. Et ensuite, on a redéposé ce projet. Ce projet a eu à nouveau un avis favorable du CPP. À nouveau, la NSM, sans explication, nous a dit qu'elle ne voulait pas le faire. Je vous rappelle que pendant ce temps, elle autorisait un projet avec le niséolide qui donne 50% d'effets secondaires. Donc, en pratique, on ne l'a pas mis en place dès qu'on a eu l'avis de la NSM. Donc, personne n'a été l'objet d'un essai thérapeutique depuis que la NSM nous a donné son avis et personne n'avant. Donc, combien il y a de gens qui ont été traités? Didier, je suis toujours là. Combien il y a de... Merci, combien professeur. il y a de gens qui ont été traités en tout? Eh bien, il y a qui sont rentrés dans le service de maladies infectieuses. Et il y a eu 113 personnes depuis que l'IHU a été ouvert. 96 personnes étaient sensibles et ont été traitées par les traitements antituberculeux banals, dont 13 sont morts parce que malheureusement la tuberculose tue. Il y en avait 13 qui étaient résistants, qui ont été traités par ce traitement qui est efficace pour la résistance, dont aucun n'est mort. Et il y a eu 4 patients qui ont été traités non pas par notre protocole, qui était un raccourcissement thérapeutique, mais un protocole normal, mais utilisant ces médicaments. Il y a eu 4 personnes qui ont été traitées comme ça parce que l'on craignait, dans la tuberculose, il y a beaucoup de patients qui ont des vies assez instables en réalité et qui posent problème de 6 mois. Mais ce traitement-là, ils avaient eu plus de chances de prendre ce traitement. Et parmi ces 4 patients qui ont été traités, en tout, il y a eu un patient qui est mort d'un cancer terminal avec arrêt de soins. Donc en pratique, c'est de ça qu'on parle. Professeur, il y a eu des traitements qui ont été traités en fonction de ce que recommande l'OMS et 4 malades qui ont été traités pour des décisions médicales qui ont été prises parce qu'on pensait que c'était la meilleure opportunité. Donc, professeur, donc là, vous avez fait un résumé. Mais c'est vrai. Juste, donc, vous répondez donc, que vous n'avez jamais fait d'essai sur la tuberculose comme... voilà, donc pour vous, c'est une fake news, cette histoire de traitement, des essais complètement irréguliers sur le traitement contre la tuberculose. Ça, c'est une fake news. Exactement. D'accord. C'est délirant. Vous savez, c'est même la base de tous les traitements dans les maladies bactériennes. C'est quand vous avez une bactérie que vous isolez et que cette bactérie est sensible aux antibiotiques que vous donnez, c'est la base de... Il fallait demander des autorisations pour ça, professeur, ou pas du tout? Non, les autorisations qu'on demandait, c'était pour raccourcir le traitement. D'accord. Donc mais ça, on t'a donné un traitement de 6 mois
mais pour donner un traitement de 2 mois, pour voir si avec 2 mois de traitement, ce que laissaient préjuger les données du professeur Grosset, on pouvait traiter la tuberculose, ce qui changerait le pronostic de centaines de milliers de personnes dans le monde. Alors, Donc, de toute manière, cet essai que nous voulions faire, il est fait dans plein de pays dans le monde. Actuellement, on aura, bien sûr, les Chinois, on aura les résultats dans 2 ou 3 mois, on verra. Professeur, juste pourquoi on vous accuse de cela dans cette enquête? Qu'est-ce qui fait qu'on vous accuse d'avoir fait ces essais? Non, vous nous dites que c'est complètement faux. Qu'est-ce qui... Non, enfin, vous voyez bien. D'abord, si vous voulez, il y a un vrai problème dans ce dossier. Il y a un vrai truc que vous ne voyez pas ou que vous négligez, mais qui est très troublant. Qui est comment est-ce que quelqu'un, un médecin, je pense savoir qui c'est, on verra bien, j'espère bien qu'il y aura une enquête du procureur de la République, a pu prendre des dossiers, les transmettre à la presse, sans dire aux malades, en rompant la confidentialité et de ces gens qui sont entièrement reconnaissables. Ça, c'est entièrement illégal. Le recel par Mediapart de ces données est totalement illégal. Et les gens qui ont pris des dossiers de malades pour essayer de m'atteindre ou essayer d'atteindre des trucs, je ne vous dirai pas ce que je pense qu'ils sont, parce que j'évite d'être grossier, autant que faire se peut. Mais vous pensez savoir de qui il s'agit? Et donc, laissez-moi terminer. Pour vous, pour chacun d'entre vous, posez-vous la question de savoir, on a 0 mort avec ce traitement, ça n'existe pas. On a 0 innovation thérapeutique sur la durée, ce qui était notre question. Mais posez-vous la question si vous voudriez aller dans un hôpital dans lequel on peut piquer votre dossier et le transmettre à la presse ou à Mediapart. Moi, je veux vous dire, ça fait 20 ans que je me dispute avec mes collègues parce que je refuse de rendre officiellement les sérologies pour le sida. Parce que je sais que ces choses arrivent et que je m'en méfie. Voilà. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est rompre toute la base du rapport entre le médecin et le malade, de dire, écoutez, pour nuire à quelqu'un, je vais transmettre votre dossier à la presse de manière à ce qu'on puisse le nuire. C'est pas bien. Juste, professeur, donc vous aviez le droit de faire ces essais? Bien sûr. Enfin, encore une fois, il n'y a pas d'essai là-dedans. Il y a des choix thérapeutiques qui ont été faits par les médecins qui avaient des malades en face d'eux. Vous voyez bien, je ne sais pas comment vous dire, on a eu 113 malades. Il y a des malades qui sont passés dans l'hôpital et il y a des malades qui ont reçu traitement parce qu'ils avaient des bactéries résistantes. Et il y a 4 malades qui ont reçu ce traitement pour la durée du traitement habituel de la tuberculose, qui sont tous des malades, qui sont dans le Vidal et qui font partie des médicaments qui sont connus pour traiter la tuberculose. Quand on dit, professeur, vous nous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y avait eu 13 morts de la tuberculose, quand on dit qu'il y a eu des complications graves chez certains patients, c'est de ces 13 patients dont on parle dans l'enquête? Non. Globalement, les patients qui sont morts ont reçu le traitement de la tuberculose. C'est les malades qui avaient des bactéries sensibles. Ils ont reçu le traitement normal de la tuberculose. Ils n'ont absolument pas reçu le traitement dont nous parlons là. Le traitement dont nous parlons là, il y a 17 personnes qui l'ont reçu. Il y a un malheureux qui est mort avec un cancer terminal, des métastases et un arrêt thérapeutique. Et puis, point final. Là-dedans, il y a eu des accidents iatrogènes, c'est-à-dire liés aux médicaments, avec quelqu'un qui a fait une lithiase sur le traitement par radiazine, qui est une chose qui est connue et qui malheureusement arrive comme avec les autres traitements. Il y a des complications. Et il va très bien. Enfin, les choses sont en train de... Professeur, alors, est-ce que vous risquez quelque chose avec ces accusations? Est-ce qu'il va y avoir une enquête qui va être faite ou pas du tout? Pas du tout. Écoutez, on verra bien. Moi, je souhaite qu'il y ait une enquête pour savoir qui c'est qui a pris le dossier de malades qui n'étaient pas ces malades, et même si c'était ces malades, ne pouvaient pas le faire, pour les transmettre à la presse intégralement, pour pouvoir faire quelque chose dans lequel je ne vois même pas comment, à la fin, j'ai essayé de m'expliquer comment personnellement je serais concerné en quoi que ce soit. Donc les gens se trompent de cible parce que je ne vois pas, on ne peut pas m'accuser de tout ce qui se passe, tout ce que les médecins font. Il y a beaucoup de médecins, tout ce que les médecins font et tous les traitements qu'ils prescrivent. Ils prescrivent ça dans des conditions tout à fait normales et banales. Donc tout ça, c'est monté en neige, si vous voulez, c'est de la malveillance pure et simple. Et il suffit de voir qui c'est qui réagit là-dessus pour savoir pourquoi il y a la malveillance, que je vous dis. Pourquoi on essaie de vous abattre, professeur Raoult?
Mais on ne peut pas m'abattre. Qu'est-ce que vous voulez faire à part de me tirer une balle dans la tête? J'espère qu'elle n'arrivera pas. Bah, on ne espère peut pas aussi. bien m'abattre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse? Mais, enfin, tout ça est idiot. Simplement, non, ce que les gens font. Mais vous avez qu'à le lire. Je pense que vous êtes assez curieux. Il y avait une enquête qui a été faite par les gens de François sur le groupe de harceleurs qui a dû continuer, dans lequel on va trouver quelques-uns de ces harceleurs. Maintenant, mon impression quand même, c'est que ce directeur général est venu dans l'intention de me nuire et de me faire partir. Le nouveau de directeur général du... Peut-être pour y mettre un de ses copains. Oui, je ne sais pas. Peut-être qu'il veut y mettre Jérôme Salomon. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Si vous voulez, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça n'est pas sérieux. Voilà. C'est juste pas sérieux. Donc tout ça, c'est que des mensonges, professeur Raoult. Je ne sais pas. C'est des affabulations, voilà. Je vous dis ce qu'il y a. Il n'y a pas d'essai en cours. Nous avons essayé de demander un essai pour raccourcir le traitement à la tuberculose. Cet été a été refusé, donc il n'a pas été mis en place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça vous touche, ces attaques, professeur Raoult? Vous vous dites encore, on essaie de m'abattre, on essaie de trouver n'importe quoi pour m'abattre? Non, écoutez, non, ça me fait rire. C'est de plus en plus mauvais. Donc je trouve que c'est tellement idiot, c'est tellement facile, si vous voulez. On a les 17 dossiers. Là, maintenant, j'ai demandé, parce que moi, je réagis pas dans la minute, parce que, comme en plus ça, c'est pas moi qui m'occupe de ces choses, je vais les chercher. Donc on a les 17 dossiers qui sont là, qui sont prêts. Ils sont disponibles pour la justice, les 17 dossiers des gens qui ont reçu ce traitement. Et puis, si la justice a besoin de les regarder, elle les regardera. Et ça va. Et tout est expliqué dedans, pourquoi les gens ont été traités, parce qu'on est des gens très sérieux. Ce qui est intéressant dedans, c'est que les imbéciles croient toujours qu'ils sont plus malins que les gens dont c'est le métier. C'est rarement vrai. Vous risquez quelque chose, professeur Raoult? Vous dites, de toute façon, j'ai rien à me reprocher, il ne pourra rien m'arriver s'il y a une enquête. C'est même pas ça. De quoi voulez-vous qu'on m'accuse? Donc pour vous, il n'y a pas de sujet. Pour vous, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Pour moi, à titre personnel, je ne vois pas quoi. Peut-être qu'on va accuser les quelques médecins qui ont prescrit un traitement à 3 malades qui avaient des bactéries qui n'étaient pas résistantes, après avoir fait un conseil entre eux. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens se trompent de cible. Ça m'ennuie pour les gens qui ont prescrit ça, qui se retrouvent à devoir se justifier sur des choses qui est juste le traitement des médecins, qui est juste la responsabilité des médecins. Professeur, est-ce que vous réveillez tous les matins en ce moment vous disant qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Qu'est-ce qu'ils vont sortir sur moi? Non, mais c'est ça. C'est vrai que ça faisait un moment que j'attendais. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont bien trouver d'ailleurs dans ma vidéo? J'ai dit, écoutez, peut-être la prochaine fois, ils vont dire que j'ai mordu un chien dans la cour de la Timone, je ne sais pas. Mais ne le croyez pas, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai non plus. Donc, c'est comme ça, je me demande, et j'attendais avec une certaine gourmandise en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver pour essayer de dire que vraiment, je ne fais pas mon métier et qu'il faut absolument se débarrasser de moi le plus rapidement possible, ce que notre gentil directeur a annoncé il y a plusieurs mois dans le monde. Et comme il n'arrive pas à le faire, je ne sais pas ce qu'il va trouver la prochaine fois. Est-ce que vous allez faire une action en justice, professeur? Est-ce que vous allez faire une action en justice? Écoutez, c'est ce que j'espère, puisque manifestement le procureur a été saisi, j'espère qu'il nous entendra, et que surtout il entendra ce qui est, je ne sais pas si c'est un fait ou un délit, Maître Divisio vous dira ça, mais ce que moi je trouve, c'est que de prendre le dossier de malade, transmettre ça à la presse, pour s'en servir, en se trompant de cible, parce que encore une fois, je ne vois pas trop comment les choses me retomberaient sur la tête. C'est tellement indigne, c'est tellement contre la loi, c'est tellement inadmissible, y compris pour Mediapart, parce qu'il fait un recel de documents confidentiels. Donc, je pense que, je ne sais pas si c'est moi, ou l'hydroxychloroquine, ou le Covid, comme dit Bernard-Henri Lévy, qui rend les gens fous, mais là, on atteint un degré de folie qui est intéressant. La prochaine fois, je ne sais pas, encore une fois, si on va m'accuser, effectivement, peut-être d'être dans les abattoirs, comme vous le racontiez, déguisé. Donc, on a atteint un degré de folie, là, qui est spectaculaire. Très bien.